La pluie tombait drue sur les champs assoupis de la Bourgogne. Le vent hurlait entre les arbres dénudés, et l'obscurité pesait sur le petit village de Saint-Laurent comme une couverture humide. Dans une maison modeste, à l'orée du hameau, Josette refermait les volets grinçants. Elle avait les mains crevassées par le travail, les cheveux en désordre noués à la va-vite et le regard fatigué de ceux qui ont trop perdu et pas assez rêvé. Depuis la mort de son mari, un cheminot emporté par une fièvre soudaine, elle élevait seule son fils Louis, un garçon de 8 ans vif et curieux. Ensemble, ils vivaient d'un lopin de terre et d'un poulailler maigre, dans une routine sobre mais paisible. Ce soir-là, après avoir posé un peu de soupe chaude sur la table, Josette s'apprêtait à souffler la lampe à huile quand un bruit sec retentit à la porte. 3 coups, espacés, déterminés. Elle se figea. Rarement quelqu'un venait à cette heure. Le chien n'avait même pas aboyé, trop occupé à fuir la pluie sous l'escalier. Louis leva les yeux vers sa mère, inquiet. « Maman !» Elle ne répondit pas. Le cœur battant, elle s'approcha de la porte, hésita, puis entr'ouvrit le battant. Sous l'averse, un homme se tenait debout, le visage ruisselant, le souffle court. Il était grand, couvert d'un manteau de laine détrempée, les mains nues et glacées, et ses yeux fixaient Josette avec une intensité mêlée de fatigue et d'espoir. « S'il vous plaît, juste cette nuit. » Sa voix était rauque, presque inaudible sous le fracas de la pluie. Josette n'eut d'abord aucune réaction. Elle scruta l'inconnu. Il n'était ni vieux ni jeune, mais quelque part entre 2 âges. Son visage n'était pas celui d'un vagabond, trop propre, trop droit même dans l'épuisement. Elle hésita encore, pensa à Louis, à la prudence qu'impose la solitude. Mais quelque chose dans la posture de l'homme, une fragilité cachée derrière la stature, la poussa à se reculer. « Entrez !» Il entra sans un mot de plus, tremblant, et elle referma vite la porte derrière lui. Louis s'était levé, fasciné par cet étranger qui semblait tout droit sorti d'un livre d'aventure. Josette attrapa une serviette et l'approcha de l'homme, qui ne protesta pas quand elle le débarrassa de son manteau. « Asseyez-vous, vous êtes gelé. » Il hocha la tête en silence et s'installa près du poêle, tendant ses mains vers la chaleur. Josette lui servit un bol de soupe. Il le prit avec reconnaissance, mais ses doigts tremblaient trop pour qu'il puisse le porter à ses lèvres sans en renverser. « Louis, va chercher une couverture, vite !» Le garçon obéit, courant vers l'étage pendant que Josette s'agenouillait près de l'homme. Il portait une chemise en lin sous son manteau, mais rien de ce qu'il portait ne trahissait son origine. Aucun sac, aucun papier, juste une présence mystérieuse et lourde. Lorsqu'il croisa son regard, elle lut une fatigue bien plus ancienne que la pluie ou le froid. « Vous venez de loin ?» demanda-t-elle doucement. « Assez loin » murmura-t-il. « Trop loin, peut-être. » Josette ne posa pas d'autres questions. Elle savait reconnaître quand quelqu'un ne voulait pas parler, et l'homme, malgré tout son mystère, ne lui inspirait pas la peur. Il y avait quelque chose d'éteint en lui, comme une braise oubliée. Louis revint avec la couverture, qu'elle posa sur les épaules de l'inconnu. Celui-ci ferma les yeux un instant, comme si ce simple geste suffisait à le faire sombrer dans un sommeil lourd. « Vous pouvez dormir ici, sur le banc. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sec. Merci, dit-il avec un soupir. Vous n'imaginez pas combien. Merci. » Josette acquiesça sans un mot, puis elle éteignit la lampe. Le silence retomba, sauf le crépitement du poêle et les gémissements du vent. Pendant la nuit, elle resta éveillée, écoutant la respiration régulière de l'homme. Elle se demandait ce qui l'avait poussée à cette maison, à ce village perdu entre les collines. Elle se demanda aussi si elle n'avait pas commis une erreur. Mais il y avait dans ce « s'il vous plaît » juste cette nuit, quelque chose d'humain, de désespérément sincère. Et elle, Josette, n'était pas une femme à fermer sa porte à quelqu'un qui en avait besoin. Quand l'aube grise se leva sur Saint-Laurent, la pluie avait cessé. Dans la lumière pâle du matin, l'homme dormait encore, enveloppé dans la couverture, les traits apaisés. Louis l'observait depuis l'escalier, fasciné. Josette, quant à elle, savait déjà que cette nuit ne serait pas oubliée. Quelque chose avait changé. Elle l'ignorait encore, mais l'histoire de sa vie, si paisible et répétitive jusqu'à présent, venait de prendre un tout autre chemin. Elle posa une main sur le bois usé de la porte, regardant les nuages s'éloigner. Ce n'était que le début. Le lendemain matin, les premières lueurs du jour filtraient à travers les rideaux de lin de la cuisine. Josette s'était levée avant le chant du coq, comme à son habitude. Elle avait déjà allumé le poêle, préparé un café noir et mis à bouillir un peu d'eau pour laver le linge. L'air sentait le bois humide et la terre retournée par la pluie de la nuit précédente.
Dehors, le silence habituel du village s'étirait, troublé seulement par le croassement paresseux des corbeaux sur les fils électriques. Dans le salon, l'homme dormait encore. Allongé sur le banc recouvert d'une vieille couverture en laine, il semblait plus paisible que la veille, moins tendu. Son visage, éclairé par la lumière du matin, révélait des traits nets, presque aristocratiques. Une barbe de quelques jours couvrait sa mâchoire, mais ne parvenait pas à masquer l'élégance naturelle de son port. Josette, occupée à plier du linge propre, jetait de temps à autre un regard dans sa direction. Quelque chose chez lui dérangeait sa logique paysanne. Il ne ressemblait pas à un vagabond, ni même à un homme en fuite, du moins pas comme elle les imaginait. Il y avait en lui une posture, une façon de bouger, même endormi, qui trahissait une autre vie, une autre éducation. Louis descendit l'escalier sur la pointe des pieds. Il s'approcha de sa mère, l'air à la fois intrigué et excité. « Il est toujours là, maman ?» Josette hocha la tête. « Il dort encore. Laisse-le tranquille. » Mais le garçon n'obéit qu'à moitié. Il s'approcha lentement du banc, observant le visage de l'homme comme on observe un animal rare, avec fascination et prudence. L'inconnu ouvrit lentement les yeux, dérangé par les planches qui craquaient sous les pas de l'enfant. « Qu'un bonjour » murmura Louis, avant même que Josette puisse intervenir. L'homme cligna des yeux, reprenant ses repères. « Bonjour ». Sa voix était grave, mais cette fois plus assurée, moins rauque. Il se redressa lentement, regarda autour de lui, puis fixa Josette avec une reconnaissance muette. Elle posa le linge sur la table. « Vous avez bien dormi ?»« Mieux que je ne l'aurais cru. Merci encore. » Elle acquiesça. Un silence s'installa, ni hostile, ni chaleureux. Juste une suspension, une attente. L'homme se leva, légèrement raide, et passa une main dans ses cheveux humides. « Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. »« Vous tenez à peine debout, » dit Josette. « Vous avez besoin de repos. » Il hésita, puis s'assit de nouveau, vaincu. Josette s'avança et déposa une tasse de café fumant devant lui. « Vous avez un nom ?» demanda-t-elle en s'asseyant à son tour. Il la fixa un instant, puis répondit « Michel ». Elle pencha légèrement la tête, examinant sa réponse. « Michel. Et quoi d'autre ?»« Juste Michel. » Elle ne répondit pas. Le silence reprit sa place, épais. Louis, qui observait toute la scène, prit une pomme dans le panier sur la table et s'assit sur le sol, près du poêle. Michel buvait lentement, visiblement soucieux de chaque geste. Il regardait autour de lui, notant les moindres détails, les ustensiles suspendus au mur, les rideaux cousus main, les photographies sépia sur la cheminée. Son regard se posa un instant sur l'image d'un homme en uniforme, aux côtés de Josette, plus jeune, souriante. « Votre mari ?» demanda-t-il. « Mort depuis 3 ans. Il était cheminot. » Michel acquiesça, respectueux. « Et vous? Vous étiez quoi avant d'arriver ici ?» poursuivit-elle, un ton plus direct. Il sourit, mais c'était un sourire sans joie. « Je voyage. Je cherche un endroit où me reposer. » Ce n'est pas une réponse. Il haussa les épaules, comme s'il s'attendait à ce qu'on ne le croie pas. Mais Josette, loin de se formaliser, continua à le scruter. Louis, de son côté, ne perdait pas une miette de l'échange. L'enfant était curieux de nature, mais il était aussi observateur. Il avait remarqué, malgré son jeune âge, les détails. La propreté des ongles de Michel malgré la boue de la veille, la manière polie de tenir la tasse, son accent parisien à peine voilé. « T'étais un monsieur important ?» demanda-t-il sans détour. Michel tourna lentement la tête vers lui, surpris. Il sourit cette fois avec un soupçon de tendresse. « Peut-être, mais plus maintenant. » Josette fronça les sourcils. Ce genre de réponse floue la mettait mal à l'aise. Elle n'aimait pas les mystères, pas dans sa maison. Mais quelque chose, encore une fois, l'empêchait de l'interroger davantage. Une prudence instinctive. Les heures passèrent lentement ce jour-là. Michel resta à l'intérieur, lisant quelques vieux journaux abandonnés sur la table, aidant Louis à réparer une cage à poules brisée. Il se montra patient, calme, toujours à l'écoute. Louis l'aimait déjà. Josette, elle, restait vigilante. Le soir venu, elle prépara une soupe de légumes qu'ils mangèrent à 3 autour de la petite table. Michel racontait quelques anecdotes vagues sur ses voyages, sur les routes de France, sans jamais rien révéler de concret. Josette l'écoutait en silence, notant chaque mot, chaque esquive. Après le repas, tandis que Louis s'endormait près du feu, Josette s'approcha de Michel. « Je ne suis pas idiote, vous savez ?» Il leva les yeux vers elle. « Je ne l'ai jamais pensé. Vous n'êtes pas un simple voyageur.
Et ce n'est pas un hasard si vous avez frappé à ma porte. » Michel baissa les yeux. Elle continua. « Je ne veux pas d'ennui, pas pour moi, pas pour mon fils. » Il hocha lentement la tête. « Je comprends. Je ne resterai pas longtemps. » Josette ne répondit pas. Elle se leva, ramassa les assiettes et les emporta vers l'évier. Mais à cet instant, elle savait déjà qu'elle ne le mettrait pas dehors. Pas encore. Parce que malgré les silences, malgré les non-dits, elle avait perçu dans cet homme une tristesse profonde et une peur sincère. Et aussi, peut-être, parce qu'une petite partie d'elle, longtemps étouffée, était curieuse de savoir qui il était vraiment. Les jours suivants, le calme apparent du village de Saint-Laurent fut traversé par une suite d'échos étranges, comme une brise tiède qui précède la tempête. Rien d'immédiat, rien de dramatique, juste des choses inhabituelles, presque anodines, mais qui, dans la lenteur précise du quotidien paysan, prenaient une résonance particulière. Josette, accoutumée à l'équilibre fragile de son monde, ressentit les premiers décalages comme une douleur sourde, difficile à nommer. Ce fut d'abord à la boulangerie, un matin où elle avait laissé Louis à la maison avec Michel. La file ce jour-là était inhabituellement longue, et la conversation, d'ordinaire centrée sur les récoltes ou les caprices du ciel, tournait autour d'un sujet nouveau. Des hommes venus de la ville, bien habillés, à la diction tranchée, qui posaient des questions étranges. Selon la boulangère, il s'était présenté la veille à l'auberge voisine, puis au café du père Marius. Il cherchait en quelqu'un. Un homme seul, entre 40 et 50 ans, de taille moyenne, accent du Nord, peut-être parisien. Il disait qu'il est dangereux, glissa une vieille femme à la voix râpeuse. Mais moi, je dis que quand on se cache comme ça, c'est pas pour rien. Josette n'ajouta rien, paya son pain et sortit rapidement sous un ciel gris sans lumière. Son cœur battait plus vite qu'à l'ordinaire. En traversant la rue principale, elle s'arrêta net. Sur le panneau d'affichage du village, juste à côté de l'annonce du marché et des horaires de la messe, un nouveau papier avait été cloué, encore humide de colle. Un portrait dessiné à la main, aux traits précis, mais sans détails criants. Le genre de dessin qu'on reconnaît si l'on connaît la personne, mais qui pourrait passer inaperçu autrement. Dessous, quelques mots imprimés. Recherché pour activité subversive. Récompense offerte. Signaler toute information aux autorités. Josette sentit son estomac se contracter. Elle recula d'un pas. Le visage sur le dessin n'était pas une reproduction parfaite, mais il y avait cette courbe du menton, cette ombre sous les yeux, ce regard déterminé. Ce n'était pas un inconnu, c'était Michel. Elle se força à ne pas courir, à ne pas trahir le trouble qui l'envahissait. Le retour à la maison se fit sous un silence de plomb, seulement brisé par le bruit de ses bottes sur les cailloux mouillés. En passant le seuil, elle vit Michel assis à la table, lisant un vieux journal comme s'il n'avait rien à craindre. Louis, accroupi au sol, dessinait un train avec un morceau de charbon. Tout semblait normal, mais le battement sourd dans la poitrine de Josette criait autre chose. Elle ne dit rien. Pas encore. Le lendemain, 2 voitures noires apparurent sur la route menant au village, soulevant des nuages de poussière. Les moteurs furent coupés près de la place. 3 hommes en sortirent, vêtus de longs manteaux sombres, les chaussures luisantes malgré la boue. Ils se présentèrent au maire, puis au curé. Ils avaient des papiers, des autorisations, des ordres. Ils n'étaient pas de simples agents. Ils étaient envoyés par une section spéciale de la sécurité nationale, en lien direct avec le ministère. Leur présence n'était pas facultative. Josette vit l'un d'eux passer près de sa maison, le regard furteur, notant les détails comme un chasseur repère les traces. Elle fit signe à Louis de rester à l'intérieur. Elle sentait le filet se resserrer. Ce soir-là, après avoir fermé les volets et vérifié la porte 3 fois, elle s'assit face à Michel, les coudes sur la table. Il avait vu les regards, entendu les rumeurs. Il savait. « Ils sont ici pour vous », dit-elle sans détour. Michel la fixa un long moment. Il posa le couteau qu'il utilisait pour couper le fromage, essuya ses mains sur un torchon, puis parla avec une voix calme. « Je ne suis pas un criminel. Alors pourquoi cette affiche? Pourquoi ces hommes? Parce que la vérité dérange. Parce que certains secrets doivent être enterrés, et ceux qui les connaissent, oubliés. » Josette n'était pas une femme naïve, mais elle n'était pas non plus une militante ou une révolutionnaire. Elle élevait son fils, nourrissait ses poules, labourait son champ. Et pourtant, cette phrase résonnait en elle comme une corde tendue. Elle voyait dans les yeux de Michel quelque chose d'irréductible, un refus profond de se soumettre. « Vous devez partir », murmura-t-elle.
Ils vont fouiller, poser des questions, regarder dans chaque maison. Michel baissa les yeux. Il semblait fatigué. Pas seulement physiquement, mais d'une fatigue qui vient de loin, enracinée dans les années et les déceptions. Car si je pars maintenant, ils me trouveront dans les bois. Je n'ai aucun abri, aucun contact, et je n'ai plus la force de courir. Josette se leva. Elle fit quelques pas dans la pièce, puis revint vers lui. « Je ne veux pas que mon fils paie pour vos secrets. » Michel acquiesça. Il comprenait. Il n'en voulait pas à Josette. Elle lui avait offert un toit, une nuit de répit, puis plusieurs jours. Il n'en demandait pas plus. Mais au fond de lui, il savait que l'engrenage avait déjà commencé à tourner et qu'il n'y avait plus de retour possible. Le lendemain, les hommes en manteau revinrent, cette fois accompagnés de gendarmes locaux. Ils frappèrent aux portes, une par une. Lorsqu'ils arrivèrent chez Josette, elle prit une profonde inspiration, ouvrit et les laissa entrer. Michel s'était caché dans la cave, derrière les vieux tonneaux. Louis, parfaitement briefé, jouait à l'innocent. Les agents fouillèrent sans conviction. La maison paraissait trop ordinaire pour dissimuler quelqu'un. Josette, calme, répondit à leurs questions avec l'assurance de quelqu'un qui n'a rien à cacher. Ils partirent, sans insister, mais elle savait que ce n'était qu'un premier passage. Ce soir-là, dans le silence du salon, Michel remonta de la cave. Il regarda Josette avec une gratitude difficile à exprimer. Elle ne dit rien. Mais en le regardant, elle sut qu'elle venait de franchir un seuil invisible. Elle l'avait protégé. Elle avait menti. Pour lui. Et cela changeait tout. La pluie s'était arrêtée, mais l'air restait chargé de cette humidité pesante qui collait aux vêtements et s'insinuait jusque dans les murs. Josette avait gardé les volets clos plus longtemps que d'habitude. Elle sortait moins, parlait peu, observait beaucoup. Depuis la visite des agents, le village s'était enraidi, comme un corps qui se crispe avant un choc. Les conversations s'arrêtaient brusquement quand quelqu'un entrait dans une boutique. Les regards se détournaient. Saint-Laurent, si discret, était devenu un théâtre silencieux de suspicion. Michel, reclus dans la maison, passait ses journées à réparer des outils, à lire, à observer Louis sans jamais vraiment s'impliquer. Il était là, mais en retrait comme s'il savait que sa présence, bien que tolérée, demeurait fragile. Il ne parlait jamais de son passé. Il n'évoquait ni date, ni lieu, ni nom. Chaque jour, Josette sentait croître le poids de cette situation. Le doute grimpait dans ses pensées, comme un lierre s'accroche à une façade, lentement, inexorablement. Un après-midi, alors qu'elle revenait de la petite épicerie, elle croisa Jeanne, la voisine de la maison voisine. Jeanne n'était pas du genre bavarde, mais elle savait observer. Elle fit un signe bref à Josette et l'attira sous l'auvent d'un hangar à outils. « Ils sont revenus ce matin, » souffla-t-elle. « Les hommes du gouvernement. Ils ont fouillé la grange de Clément. Ils étaient armés cette fois. » Josette sentit un frisson lui courir le long de l'échine. « Ils ont trouvé quelque chose ?»« Non, mais ils savent qu'il est ici, quelque part. Ils n'ont pas l'air prêts à partir. » En rentrant chez elle, Josette trouva Michel en train d'aiguiser un vieux couteau, celui que son mari utilisait autrefois pour les travaux du bois. Elle l'observa un moment, puis s'assit à la table sans un mot. Louise était dehors, occupée à faire rouler une roue de vélo usée comme un jeu improvisé. « Vous devez partir, dit-elle soudain, sans lever la voix. Michel cessa son geste. Il posa lentement le couteau sur la table, puis tourna la tête vers elle. « Où irai-je ? Chaque route est surveillée, chaque train, chaque passage. Ils ont trop peur de ce que je sais. » Josette le fixa, les mains croisées. « Alors dites-moi ce que vous savez. Faites-moi comprendre pourquoi je prends ce risque, pourquoi je mens, pourquoi je tremble chaque fois qu'on frappe à ma porte. » Michel ne répondit pas immédiatement. Il semblait peser ses mots avec une prudence extrême. Enfin, il parla à voix basse. « J'étais dans l'armée, pas un simple soldat. J'ai servi dans un état-major au cœur du pouvoir. J'ai vu des choses, entendu des décisions, des actes commis au nom de la sécurité, mais qui dépassaient toutes les limites. Quand j'ai voulu dénoncer, on m'a isolé. Puis ils ont lancé la chasse. » Josette écoutait sans cligner des yeux. « Des noms? Vous en avez? Des preuves? Oui, mais je ne peux pas tout vous dire. Pas ici. Pas maintenant. » Elle soupira, se leva et alla vers la fenêtre. Dehors, le ciel était bas, d'un gris uniforme. Le silence était si dense qu'on aurait pu entendre tomber une aiguille. Le lendemain, 2 hommes en uniforme apparurent à la grille. Josette vit l'un d'eux glisser la main vers la boucle de son ceinturon, là où pendait une arme. Elle leur ouvrit sans sourire.
« Bonjour madame, on nous a signalé des mouvements inhabituels autour de votre propriété. On aimerait jeter un œil à l'intérieur. Simple routine. » Elle acquiesça lentement. « Bien sûr, entrez. » Michel était à la cave. Il s'y était réfugié dès le premier aboiement du chien. Josette ouvrit toutes les portes, montra les chambres, la cuisine, la remise. Les hommes inspectèrent chaque recoin avec une efficacité froide. L'un d'eux s'arrêta devant une photo de famille sur le buffet. « C'est votre mari ?»« Oui. Mort depuis 3 ans, il travaillait à la gare de Dijon. » L'homme hocha la tête, puis il posa une question simple, mais brutale. « Vous vivez seul ?» Josette hésita une fraction de seconde, imperceptible pour un œil non averti. Mais l'agent vit tout, le regard de Louis figé, le silence trop long, et le léger tremblement dans la main de Josette. « Oui, répondit-elle, moi et mon fils. Ils partirent après avoir noté quelques détails dans un carnet. Pas de menace directe, pas de cri, mais une promesse muette, un avertissement voilé. » Josette referma la porte, puis s'appuya contre le bois. Michel sortit de la cave un moment plus tard, les traits tendus. « Ils savent, dit-elle sans détour. Peut-être pas tout, mais ils sentent que quelque chose cloche. » Il la remercia, mais cette fois, elle leva la main. « Ne me remerciez pas. Vous avez mis mon fils en danger. Et moi aussi. » Michel resta silencieux. Ce soir-là, Josette ne dormit pas. Elle resta assise près du feu, une tasse de café froid entre les mains. Louis dormait à l'étage, inconscient du poids qui pesait sur les épaules de sa mère. Elle pensait à toutes les vies tranquilles, toutes les existences simples balayées par des vérités trop lourdes à porter. Elle n'avait jamais voulu autre chose qu'un peu de paix, un petit coin de terre, et la santé pour élever son fils. Et voilà qu'un homme au passé obscur, aux yeux pleins de guerre et de secrets, avait tout fait basculer. Mais elle avait menti. Elle avait protégé Michel. Non pas parce qu'elle croyait en lui totalement, mais parce qu'elle avait vu dans ses silences une vérité plus grande que ses mensonges. Et désormais, elle ne pouvait plus revenir en arrière. Le vent soufflait avec insistance dans les arbres qui bordaient la petite route de Saint-Laurent, projetant des feuilles détrempées comme des souvenirs trop pressés vers la grange abandonnée du vieux Renaud. À l'intérieur de la maison de Josette, la lumière jaune du poêle diffusait une chaleur discrète, mais suffisante pour combattre l'humidité tenace qui s'installait après les pluies lourdes de la semaine. Malgré ce foyer modeste, un froid plus profond s'était immiscé dans l'âme de la femme simple et dans le regard de l'homme qu'elle avait accueilli. C'était un froid fait de vérité à demi dévoilée, de silence qui hurlait, d'ombre qui glissait autour des convives. Ce matin-là, Michel tenait assis simplement sur une chaise, les mains jointes sur ses genoux, le front légèrement plissé. Josette était retournée de sa tâche au champ plus tôt que d'habitude. Elle avait taché sa chemise de terre en encerclant les poulaillers à réparer et avait senti au bout de ses doigts ce mélange de paille, de plomb et de peur. Elle observait l'homme. Il n'avait rien dit depuis la visite des agents. Il n'avait encore rien proposé ni demandé. Mais son corps parlait. Il parlait un peu plus fort que ses mots. Josette, de son côté, avait choisi de ne pas pousser l'interrogation. Ce n'était pas dans sa nature de questionner jusqu'à l'épuisement. Elle cherchait l'équilibre, la paix, la routine. Or, l'équilibre se branlait, la paix fuyait, la routine s'éteignait. Louis était parti avec son panier pour ramasser des œufs et rapporter un peu de lait frais de la ferme voisine. Soit il était absent, soit il jouait dans le tablier des choses innocentes, soufflé par l'atmosphère lourde de la maison. Quand il revint, le visage un peu rouge du froid, il trouva les 2 adultes plongés dans une espèce de tension invisible. Il posa ses trouvailles sur la table, 3 œufs, un pot de lait, le tout enveloppé dans un torchon que Josette avait lavé la veille. Elle lui sourit doucement et lui dit d'aller jouer. Il obéit, allant s'asseoir près du poêle, comme attiré par la chaleur plus que par les jeux. Il draua un train de bois sur le sol. Le bois craquait. Le silence reprit. Finalement, après un long moment, Michel prit la parole. Sa voix était plus assurée qu'avant, mais toujours mesurée comme s'il calculait chaque mot avant de le prononcer. « Je vous dois des explications. » Josette hocha la tête sans prononcer autre son. Elle posait le torchon, essuyait la table. Elle avait l'air résignée. Non pas par lassitude, mais parce qu'elle avait compris que ce moment arriverait, qu'elle participerait à des confidences qui n'étaient pas faites pour les murs d'une maison paysanne et que le prix serait élevé. « J'ai appartenu à l'état-major de l'armée française, dit-il. C'était il y a plusieurs années. J'avais un grade. J'avais des responsabilités.
J'ai été directement impliqué dans des opérations sensibles. Je croyais servir la nation. Je pensais faire ce qu'il fallait. Puis j'ai vu que le système, non seulement ne corrigeait pas ses erreurs, mais en faisait des armes. J'ai dénoncé. Je ne pouvais plus fermer les yeux. Josette sentit tout l'impact de ces mots. Le bras qu'elle avait posé sur la table s'enfonça légèrement dans la surface. Elle retint sa respiration. Le monde qu'elle connaissait, celui des poulaillers, du sillon retourné, de la soupe du soir, s'était fissuré. Elle demanda d'une voix qui trahissait une faiblesse inhabituelle. « Pourquoi maintenant? Pourquoi venir ici chez moi ?» Michel la regarda, luttant contre quelque chose qui montait en lui, une émotion qu'il croyait avoir oubliée. « Parce que je n'avais plus d'autre plan. Ils m'ont traqué jusqu'à la frontière. J'ai perdu des alliances. J'ai perdu des repères. J'ai cru mourir. Puis je suis venu ici. Parce que vous m'avez ouvert la porte. Parce que j'ai senti que vous aviez un cœur. » Josette baissa les yeux. Elle se souvint de la nuit de la pluie, de l'homme tremblant devant sa porte, de son juste cette nuit. Elle se dit qu'elle ne savait pas tout et que peut-être elle n'aurait jamais dû savoir tout. Mais l'homme en face d'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre. Elle posa ses mains sur le bord de la table, comme pour s'ancrer à quelque chose de tangible. Puis elle releva le regard. « Quel risque vous encourez ?» demanda-t-elle. Il prit une inspiration, puis souffla avec un certain détachement. « Il considère que j'ai trahi. Le mot est peut-être gros, trahi, mais je crois que la vérité est pire. Parce que quand une nation se sert d'êtres humains comme de pions, que les voix s'éteignent, la stratégie avance, ils ne veulent plus de témoins. Ils veulent des fantômes. » Josette sentit un frisson l'envahir, non à cause du froid, mais à cause du sens de cette phrase. Elle ne se sentait pas intelligente, mais elle avait deviné. La peur n'était plus seulement celle des agents qui venaient en fouiller. Elle était maintenant intime. Elle dormait à ses côtés, invisible. Il poursuivit « Je possède des documents, des preuves, des noms, des dates, des lieux. Si tout cela sortait, ce ne serait pas seulement un scandale politique. Ce serait un tremblement pour certains. Je n'ai pas pris ce chemin à la légère. J'ai hésité. J'ai perdu beaucoup. Mais je ne pouvais plus fuir indéfiniment. » Josette s'appuya contre le dossier de sa chaise. Ses yeux se posèrent dehors, vers la fenêtre embuée. Elle songea à Louis, à sa vie simple, à cette maison où rien n'aurait dû arriver. Elle se demanda si elle avait été naïve de croire qu'elle pourrait rester en marge. Peut-être que la marge n'existait plus. Elle se demanda si la frontière entre ce qu'elle était, une épouse, une mère, une travailleuse, et ce qu'elle devenait, une complice, une protectrice, était floue. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-elle. Michel la regarda, ses yeux un instant expressifs. Il lui répondit avec gravité « Oui, mais pas tant pour moi, pour les preuves, pour que tout cela ait un sens. Ce n'est pas simplement fuir, c'est que la vérité soit entendue. » Josette inspira profondément. Elle pensa à son fils qui dormait quelques mètres plus loin. Elle pensa à son mari décédé. Elle pensa à la terre qu'elle labourait. Et elle réalisa que cette vie modeste ne la satisfaisait plus, ou plutôt qu'elle ne la voyait plus de la même façon. « Je vais vous aider, dit-elle enfin. » Michel afficha un mou sourire. Ce sourire amer douce. Il resta silencieux un moment, puis il se leva. Il alla vers le buffet, ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe en papier kraft, qui semblait usée, pliée plusieurs fois. Il la posa sur la table. « Voici ce que j'ai pu sauver. Ce n'est pas tout, mais suffisamment pour commencer. » Josette déglutit. Elle ouvrit délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, des photocopies, quelques clés USB dans un petit sachet, un carnet de notes. Elle jeta un regard à Michel, puis à l'enveloppe, puis à Louis, qui dormait. La gravité de ce qu'elle tenait la frappa de plein fouet. Ce n'était plus de l'hospitalité. C'était un pacte. Le reste de la journée se passa dans une atmosphère différente. Les objets, jusque-là banals, prirent une importance nouvelle. Le torchon devint un refuge pour les documents. La vieille galerie devint un lieu de réunion, et la maison de Josette, un abri clandestin. La peur n'était plus dehors. Elle était au milieu des murs, dans le souffle des deux êtres, dans le regard innocent de l'enfant. Le soir venu, le vent s'était calmé, mais la maison semblait plus fermée que jamais. Josette se tenait près de la fenêtre, observant les collines sombres au-dessus des champs. Michel, quant à lui, referma l'enveloppe, la remit dans le tiroir et s'installa dans son coin comme un homme qui attendait. Aucun mot ne fut échangé jusqu'à ce que le feu s'éteigne et la lampe vacille.
Alors Michel murmura « Merci ». Et Josette répondit « Ne me remerciez pas, nous le faisons ensemble ». Cette phrase posée simplement scella une alliance. Elle avait accepté de monter sur un terrain qu'elle ne connaissait pas, mais elle avait compris que l'instant exigeait cela. Ce n'était plus juste cette nuit, c'était devenu une cause. Et dans le petit village de Saint-Laurent, ce soir-là, quelque chose avait basculé. Les champs, la terre, les poulaillers, tout restait matériel. Mais une vie invisible, complexe, venait de s'introduire. Josette ne pouvait pas encore mesurer son ampleur, elle ne pouvait pas encore savoir ce qu'allait devenir cette histoire. Elle savait simplement que rien ne serait plus jamais comme avant. Le nom arriva d'abord par chuchotement, comme une rumeur ancienne que le vent ramènerait de temps à autre sur les pierres du village, sans qu'on sache si elle appartenait au passé ou au présent. C'était Jeanne, la voisine taciturne, qui le prononça en premier, à voix basse, les yeux fixés sur la route poussiéreuse où une jeep militaire venait de stationner. Elle dit « Valérie, le commandant Valérie ». Elle n'en dit pas plus, mais ce fut suffisant pour figer l'atmosphère dans la boutique. Josette, qui achetait du sel et un sac de farine, sentit son sang se glacer. Michel, resté à la maison, n'avait pas encore entendu ce nom, mais elle savait, à l'instant même où elle le perçut, qu'il allait changer l'équilibre précaire de leur quotidien. L'après-midi même, un cortège discret entra dans Saint-Laurent. 3 véhicules noirs et une camionnette militaire se garèrent près de la salle communale. Les hommes qui en descendirent étaient différents des agents précédents. Ils portaient des uniformes sans insignes distincts, des visages fermés, des gestes précis. Au centre du groupe, un homme descendit lentement. Il n'était ni le plus jeune ni le plus imposant, mais tous s'écartèrent pour lui faire place. Il ne parla pas tout de suite. Il observa chaque façade, chaque volet entrouvert, chaque détail du village. Il portait un imperméable sombre, impeccablement boutonné. Son visage était sec, anguleux, marqué par les années, mais ses yeux clairs brillaient d'une vigilance implacable. Il marcha avec une lenteur étudiée jusqu'à la mairie, où il fut reçu par le maire dans une tension palpable. Le nom s'était déjà répandu. Dans toutes les maisons, on murmurait désormais qu'un officier haut placé supervisait personnellement les recherches. À la maison, Michel comprit aussitôt que quelque chose avait changé. Josette rentra plus tôt, le visage fermé, les mains tremblantes malgré son calme apparent. Elle posa son panier sur la table, retira son manteau avec lenteur, puis le regarda dans les yeux. « Valérie est ici. » Michel, d'abord immobile, sembla se vider de tout son air. Il s'adossa à la chaise la plus proche, ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Il murmura simplement « Ils ont envoyé Valérie ». Josette s'assit en face de lui, les bras croisés. « Qui est-il? Et pourquoi son nom vous glace autant ?» Michel hésita, puis s'éclaircit la gorge. « C'est un homme que j'ai bien connu. Un collègue, autrefois. Nous avons été formés ensemble. Même promotion, même réseau. Mais lui a choisi la loyauté envers la structure. Moi, j'ai voulu la vérité. C'est lui qui a ordonné l'opération pour me faire taire. C'est lui qui a signé le mandat de poursuite. » Il ne recule devant rien. Josette le fixa longuement. Elle voyait dans les traits de Michel un mélange de douleur ancienne et de rage rentrée. Ce n'était pas la peur qui l'animait, mais une forme de résignation lucide. Il savait ce que la présence de Valérie impliquait. Une pression qui irait au-delà des interrogatoires de routine, au-delà des perquisitions aléatoires. C'était désormais une opération de traque stratégique, menée avec la froideur d'un homme pour qui la fin justifie toujours les moyens. La tension dans le village monta d'un cran. Les hommes de Valérie commencèrent à patrouiller dans les champs, à interroger les enfants, à contrôler les charrettes. Des maisons furent fouillées de fond en comble. Certains habitants effrayés commencèrent à se taire ou à s'éloigner de Josette. Elle sentit les regards changer, les conversations s'interrompre à son approche. Même Jeanne, pourtant fidèle, lui parla avec une réserve nouvelle. Une nuit, Michel aperçut Valérie de loin sur la place du village parlant à 2 soldats. Il l'observa à travers une fente du volet. Il reconnut ses gestes, sa manière de lever une main sans hausser la voix, son style de commandement précis, glacial. Il ne l'avait pas vue depuis des années, mais rien n'avait changé. Valérie était toujours ce stratège qui savait transformer le doute en certitude, la peur en soumission. « Il ne cherche pas seulement à me capturer », dit-il à Josette cette nuit-là. « Il veut me réduire au silence, définitivement. Et il sait que je suis ici. Il ne l'a peut-être pas prouvé, mais il le sait.
« Alors que faire ?» demanda-t-elle. « Partir? Où ?» « Je dois réfléchir. S'il est ici, c'est que le temps presse. Mais je ne peux pas fuir sans plan. » Ils restèrent là, en silence, à écouter les pas des soldats au loin. Même Louis, d'ordinaire insouciant, semblait plus silencieux. Il posait moins de questions, jouait seul, souvent près de sa mère, comme pour chercher une forme de sécurité. Le lendemain, Valérie vint frapper à la porte de Josette. Il n'était pas seul, accompagné de 2 officiers en uniforme civil. Josette ouvrit avec un calme fin, les mains cachées dans le tablier pour dissimuler leur tremblement. Valérie se présenta poliment, sans hausser le ton. « Madame, je suis ici dans le cadre d'une enquête nationale. Nous cherchons un homme susceptible de se cacher dans la région. Il est accusé d'atteinte à la sécurité de l'État. Vous comprenez l'importance de notre mission. » Josette répondit d'une voix égale. « Je comprends, monsieur. Puis-je entrer ?» Elle s'effaça. Les hommes pénétrèrent dans la maison, méthodiques. Ils observèrent chaque pièce, notèrent des détails, ouvrirent les placards. Valérie, lui, resta dans la cuisine. Il regardait autour de lui, comme s'il ressentait la présence de Michel. Il effleura du doigt le dossier d'une chaise, puis se tourna vers Josette. « Vous vivez seul ici, avec mon fils. Avez-vous eu des visiteurs récemment ?»« Seulement ma voisine, parfois. » Il hocha la tête. Puis, sans agressivité apparente, il posa une question lourde. « Si vous cachiez quelqu'un, madame, sauriez-vous vraiment pourquoi? L'aideriez-vous par idéalisme ou simplement par ignorance ?» Josette soutint son regard. Elle répondit « J'aiderai quelqu'un qui a besoin d'aide, rien de plus. » Valérie sourit, un sourire froid. « Vous êtes une femme brave, mais sachez qu'abriter un fugitif dans les circonstances actuelles pourrait avoir des conséquences graves. Pour vous, pour votre enfant. » Elle ne répondit pas. Il sortit sans un mot de plus. Après leur départ, Josette s'assit lentement. Michel était resté caché, comme toujours, derrière la cloison du cellier. Mais l'échange avec Valérie avait marqué une ligne. Il ne cherchait plus à convaincre. Il avait commencé à menacer. Et Josette comprit que le temps des choix simples était terminé. La guerre des silences s'était transformée en affrontement direct. Valérie était là, avec ses méthodes, avec sa stratégie. Et Saint-Laurent, paisible jusque-là, était devenu le cœur d'une traque invisible. Désormais, chaque décision, chaque mouvement aurait un prix. Et Josette, qu'elle le veuille ou non, n'était plus seulement une hôte. Elle était devenue actrice. Et peut-être, sans encore le savoir, la clé. Le plan ne naquit pas dans un sursaut d'urgence, ni dans la panique d'une décision prise sous la menace. Il prit forme lentement, comme une pousse fragile sous la terre battue, nourrie de regards silencieux, de gestes prudents, de décisions pesées dans l'ombre d'un quotidien étouffé. Depuis l'arrivée de Valérie à Saint-Laurent, Michel ne dormait plus que par courtes tranches, dans les recoins les plus sombres de la maison, le corps replié, l'esprit en veille constante. Il savait que la présence de l'ancien commandant signifiait une chose. Le cercle se refermait. Il n'y aurait pas de seconde chance. C'est après un repas simple, à la lumière d'une lampe à huile, que Michel exposa à Josette ce qu'il avait commencé à élaborer. Louis dormait à l'étage, bercé par le crépitement du feu. Michel déroula une carte de la région sur la table, usée avec des marques faites à l'encre noire, discrètes mais précises. « Il faut que je quitte le pays. Il n'y a plus d'autre option, » dit-il d'un ton neutre. « Ils ne s'arrêteront pas tant que je respire. Et si je reste ici, vous tomberez aussi. » Josette garda le silence. Elle savait qu'il disait vrai. Depuis plusieurs jours, les allées et venues des soldats s'étaient intensifiées. Les fouilles étaient plus systématiques, les questions plus ciblées. La pression devenait insupportable. Et pourtant, elle ne voulait pas qu'ils partent seuls, sans direction, sans soutien. Michel poursuivit, désignant un tracé sur la carte. Ici, au nord-est, à moins de 30 km, passe une vieille ligne ferroviaire. Elle ne transporte plus de passagers depuis des années, mais certains wagons de marchandises y circulent encore, notamment entre Dijon et Pontarlier. Une fois là-bas, je pourrais tenter de traverser vers la Suisse. Si je passe la frontière, je peux contacter une journaliste à Genève. Elle attend mes documents depuis des mois. Josette se pencha sur la carte, les yeux plissés. Elle suivait les lignes, reconnaissait les noms. Son mari, cheminot pendant plus de 15 ans, lui avait appris à lire ce genre de plan. Une habitude qu'elle croyait oubliée, mais qui revenait soudain comme un outil de survie. Et comment comptes-tu atteindre la ligne sans te faire repérer? Il y a des contrôles sur toutes les routes, et la zone entre ici et Dijon est surveillée. Michel sortit un deuxième papier, un schéma sommaire d'anciens chemins de service, tracé à la main.
Il expliqua qu'un ami, autrefois mécanicien à la gare de Dijon, lui avait décrit une voie désaffectée qui longeait la ligne principale sans croiser les points de contrôle. Ce chemin passait par plusieurs anciennes stations d'eau pour locomotives à vapeur, aujourd'hui à l'abandon. Si j'arrive à m'y rendre, je peux rejoindre un convoi discret. Les marchandises ne sont pas toujours contrôlées. Et dans un wagon fermé, j'aurai une chance. Josette leva les yeux vers lui. Sa mâchoire était tendue. Elle mesurait l'ampleur du risque, non seulement pour lui, mais pour elle, pour Louis. Mais elle savait aussi que refuser d'agir serait se condamner à attendre une chute inévitable. Elle se leva, ouvrit une vieille armoire, fouilla dans une boîte en fer et en sortit un petit carnet de cuir noir. Elle le posa sur la table. « Mon mari a travaillé sur ces lignes. Ce carnet contient des codes de passage, des noms d'agents, des routines. Beaucoup de choses ont changé, mais certains détails peuvent t'aider. » Michel le prit avec une étonnante délicatesse, comme si l'objet portait plus de poids qu'un simple carnet. Il le feuilleta lentement, les yeux s'arrêtant sur chaque note, chaque nom inscrit à l'encre sèche. « Merci, dit-il enfin. » Mais Josette n'était pas prête à s'arrêter là. Le lendemain, elle partit à pied, tôt le matin, disant à Louis qu'elle allait voir Jeanne pour du lait. En vérité, elle traversa le village à la lisière des bois, évitant les rues principales, jusqu'à la maison d'Émile Bourdon, un ancien collègue de son mari. Émile avait été garde-barrière durant 20 ans. Il vivait désormais seul, à demi sourd, mais son esprit était resté alerte. Elle frappa discrètement. L'homme ouvrit, la reconnut, l'invita à entrer. Elle parla sans détour. Elle n'utilisa pas le nom de Michel, ni les détails compromettants. Elle parla d'un homme en danger, d'une injustice. Émile l'écouta longuement, puis se leva sans un mot. Il revint avec une carte jaunie, des clés rouillées et un regard clair. Les postes numéro 7 et numéro 9 n'ont pas été refermés. Les cadenas sont rouillés, mais les serrures fonctionnent encore. Si vous arrivez à ces points entre deux convois, personne ne vous verra. Josette rentra chez elle en fin d'après-midi, essoufflée, les joues rougies par le vent. Michel comprit en un regard qu'elle avait avancé pour lui. Il prit les clés, examina la carte, nota les horaires possibles. Ensemble, ils commencèrent à établir le moment le plus propice. Pendant les jours suivants, ils répétèrent les mouvements, quel sac préparer, quoi emporter, comment éviter les patrouilles. Josette prépara du pain sec, des légumes, un flacon d'eau de vie, pas pour le boire, mais pour désinfecter si besoin. Elle cousit des billets dans la doublure d'un manteau, griffonna quelques mots sur une feuille en cas de séparation. Michel, de son côté, nettoya ses vêtements, aiguisant un petit couteau de poche, découpant un carré de tissu pour en faire un foulard afin de masquer son visage. Et puis, au cœur de ce tourbillon de précautions, un changement subtil s'opéra entre eux. Ce n'était pas de la romance, ce n'était pas de la tendresse factice. C'était un lien solide, né de la nécessité et du respect mutuel. Ils n'avaient jamais parlé d'eux. Pas d'aveu, pas de nostalgie. Juste une compréhension silencieuse que quelque chose d'essentiel se jouait là, dans l'effort de préparer la fuite. Le soir où tout devait se mettre en marche, Michel prit Louis à part. Il s'agenouilla devant lui, posa une main sur son épaule. « Tu es un garçon très courageux. Ce que ta mère fait, ce que vous m'avez donné ici, je ne l'oublierai jamais. » Louis ne dit rien. Il le regarda simplement, avec cette gravité étrange que prennent parfois les enfants quand ils comprennent sans tout saisir. Il lui tendit son dessin préféré, un train tracé au charbon, avec un homme debout près d'un wagon. Michel le prit, le plia doucement, le glissa dans sa poche. Il savait que cette nuit pouvait être la dernière, mais il savait aussi que, quoi qu'il advienne, il ne serait plus jamais seul dans sa chute ou dans sa fuite. Josette, prête, vérifia une dernière fois le sac. Le silence pesait lourd dans la pièce. Tout était en place. Michel regarda une dernière fois autour de lui. Il savait que ce n'était pas qu'une maison qu'il quittait. C'était une promesse, celle d'un monde où l'aide n'avait pas de prix, où une femme seule, avec son fils, avait risqué sa vie pour que la vérité ne soit pas enterrée. Et dans ce geste, plus que dans tous les discours, il trouva une force nouvelle. Ils avaient tout préparé dans le moindre détail. Le sac prêt, le chemin balisé, les points de passage identifiés. Josette avait quitté sa maison en début de soirée, 1 heure après le coucher du soleil, pour vérifier l'état des sentiers qui longeaient les anciennes voies de service. Elle connaissait chaque bosquet, chaque talus, chaque pierre fendue des environs de Saint-Laurent,
Tout devait être discret, rapide, sans détour. Michel devait quitter la maison au milieu de la nuit, profiter du silence des heures mortes, pour rejoindre un ancien dépôt ferroviaire désaffecté à une vingtaine de kilomètres, où Émile les attendrait avec une brouette camouflée et une clé ancienne pour ouvrir un abri oublié. Mais ce qu'aucun d'eux n'avait prévu, c'était que le filet de Valérie, silencieux et méticuleux, ne se refermait pas autour de Michel, mais autour de ceux qu'il estimait faibles. Ce fut Louis qui, en sortant dans la cour pour récupérer une caisse de bois oubliée sous la pluie, tomba sur deux hommes embusqués. Pas en uniforme, mais tout autant armés. Ils l'attrapèrent sans bruit, lui bandèrent les yeux, le jetèrent dans un véhicule sans plaque. La prise était rapide, sans heurts. Ils avaient observé les allées et venues pendant des jours. Ils avaient deviné que Michel sortirait bientôt de son trou et que l'enfant était leur appât le plus efficace. Quand Josette rentra et trouva la cour vide, la caisse renversée, un petit gant détrempé sur la terre, elle comprit immédiatement. Pas besoin d'appeler, pas besoin de crier. Une mère sait. Elle referma la porte en tremblant, les yeux fixés sur Michel qui était en train de vérifier une des sangles de son sac. « Ils ont pris Louis », dit-elle simplement, d'une voix blanche. Michel resta figé. Il lui fallut quelques secondes pour assimiler. Puis il lâcha tout doucement la sangle et s'approcha d'elle. « Qu'est-ce que tu dis ? Il n'est plus là. Il est sorti chercher du bois. Ils étaient là. Ils l'attendaient. » Elle tomba sur une chaise, la respiration saccadée, le regard flou. Michel, lui, se leva, tourna dans la pièce, s'approcha de la porte, ouvrit, observa la cour, puis revint. Il s'agenouilla devant Josette. « Ils veulent que je me montre. C'est pour me faire sortir. Ils savent que je suis encore là, et ils savent que je ne pourrai pas partir en sachant qu'un enfant paie pour moi. » Josette serra les poings. Son visage était dur, sec, fermé. « Tu ne peux pas partir. Pas maintenant. Tu vas les affronter. » Michel ne répondit pas tout de suite. Il réfléchissait. Sa respiration était profonde, lente. Son regard passait de la carte posée sur la table au manteau accroché à la porte, puis revenait vers Josette. Il savait qu'un seul faux pas pourrait être fatal. Il se leva, prit l'enveloppe contenant les documents, la tendit à Josette. « Cache ça, s'il m'arrive quelque chose, tu sauras quoi faire. Garde-les, protège-les, et fais en sorte qu'ils soient publiés. » Elle repoussa l'enveloppe. « Tu vas le ramener, et ensuite tu partiras. Je ne sais pas si je pourrai. Ce genre d'affrontement ne se termine pas avec des mots. » Josette le regarda, droit dans les yeux. « C'est mon fils. Tu ne peux pas me demander de choisir entre ce qu'il faut faire pour la vérité et ce qu'il faut faire pour mon enfant. » Michel comprit. Il hocha lentement la tête et s'éloigna pour préparer ce qu'il savait être une confrontation inévitable. Pendant ce temps, dans une pièce du bâtiment communal, Louise était assise sur une chaise en bois, les poignets attachés par de simples cordelettes. Pas de violence, pas de cris. Un homme, vêtu sobrement, lui offrit de l'eau. Il avait l'air d'un instituteur, pas d'un militaire. Mais Louis, intelligent, ne parla pas. Il savait que tout ce qu'il dirait serait répété, enregistré. Il gardait la bouche fermée, les yeux fixés sur le mur, le menton haut. Il n'avait que 8 ans, mais il avait vu sa mère affronter la misère, la solitude, le doute. Il savait ce que voulait dire résister. Valérie, informée de la capture, arriva dans l'heure. Il ordonna qu'on laisse l'enfant tranquille, mais qu'on propage l'information. Il voulait que Michel apprenne. Il savait que l'homme ne fuirait pas avec un enfant en jeu. Il voulait le forcer à sortir de l'ombre, à se rendre. Mais plus encore, il voulait le faire sans armes, sans effusion. Il voulait que la reddition de Michel soit volontaire, qu'elle brise ce qu'il restait de sa dignité. Pendant que Josette organisait avec Michel un plan pour approcher le bâtiment communal sans éveiller les soupçons, d'autres habitants du village commencèrent à se poser des questions. Le silence était trop net, l'absence de Louis trop visible. Jeanne, qui avait vu les hommes rôder autour de la maison, en parla à son mari. Émile, lui, pressentit que quelque chose de grave avait changé. Ce fut lui qui vint frapper chez Josette à la tombée de la nuit. Il trouva la femme penchée sur une carte, Michel armé d'une lampe, les deux visages tendus comme des cordes prêtes à rompre. « Vous ne pouvez pas faire ça seul, » dit Émile. « S'ils prennent le garçon pour attirer Michel, c'est qu'ils savent. Mais vous ne pouvez pas vous jeter dans leur piège comme des lapins. Il faut réfléchir. » Michel répondit « Je ne vais pas fuir, pas tant qu'il est entre leurs mains. » Émile acquiesça. « Alors on va les faire douter, on va remuer un peu les choses. Vous n'êtes pas seul.
Le vieil homme sortit une vieille veste d'employé du rail, un badge rouillé, des papiers datés. Il expliqua qu'il connaissait encore quelqu'un dans les services, un ancien collègue muté à Besançon qui pouvait faire passer des messages. Rien d'officiel, mais assez pour faire croire que Michel avait déjà quitté la région. « Si on brouille les pistes, dit-il, ils seront obligés de relâcher l'enfant. Ils ne peuvent pas prendre le risque d'avoir enlevé un garçon pour rien. » Josette comprit alors que la seule issue n'était pas dans la confrontation, mais dans la stratégie. Elle regarda Michel. Il semblait fatigué, mais déterminé. « Tu n'as pas besoin de te livrer. »« Pas encore. On va essayer leur méthode. » La peur, le doute, l'incertitude. Le plan fut monté dans la nuit. Un message serait glissé dans la boîte aux lettres de la mairie, sous couvert d'anonymat, affirmant que Michel avait été vu dans un train de marchandises quittant la région. En parallèle, Josette, de son côté, écrirait une lettre destinée à Valérie, dénonçant la brutalité de ses méthodes et insinuant que la détention du garçon pourrait bientôt faire du bruit au-delà du village. Elle rédigea la lettre avec soin, choisissant chaque mot. Elle ne plaidait pas, elle accusait à demi-mot. Elle jouait la carte du scandale potentiel, la honte publique, la réaction des médias si jamais un enfant était blessé. À l'aube, la lettre fut discrètement déposée à l'entrée de la mairie. Le message anonyme, transmis par Émile, fut intercepté comme prévu, et la tension changea de camp. Dans la salle d'interrogatoire improvisée, Valérie observait l'enfant. Il se tenait debout, les bras croisés, un pli au front. Il savait que le vent commençait à tourner, et il n'aimait pas perdre le contrôle. Mais désormais, Josette n'attendait plus. Elle agissait, parce qu'on ne lui avait pas laissé le choix. Parce que protéger son fils n'était plus seulement une question d'instinct maternel. C'était une déclaration de guerre à ceux qui croyaient encore qu'ils pouvaient tout écraser sur leur passage. Le lendemain matin, le village de Saint-Laurent semblait figé sous une chape de plomb. Le ciel, d'un gris uniforme, semblait écraser les toits, et les rues demeuraient vides plus longtemps qu'à l'accoutumée. Les habitants évitaient de sortir sans nécessité. Les volets, jadis ouverts dès l'aube, restaient clos. La présence des forces extérieures avait déjà changé la dynamique du lieu. Mais depuis la disparition de Louis, quelque chose de plus profond s'était cassé dans la communauté. L'innocence du village s'était effacée. Josette, éveillée depuis les premières heures, ne cessait de réfléchir à d'autres pistes pour faire pression. Le plan mis en place avec Émile avait eu un effet temporaire. Valérie semblait avoir reculé légèrement, mais Louis n'était toujours pas revenu. Ce jour-là, elle décida de se rendre à la mairie sous prétexte de renouveler une autorisation agricole. Ce fut là, dans le couloir où s'entassaient des dossiers poussiéreux, qu'elle tomba sur un vieux registre d'archives communales, laissé ouvert sur un pupitre en bois. Ce genre de document ne l'avait jamais intéressée, mais un nom attira immédiatement son attention. Michel Duret. Elle cligna des yeux. Le nom apparaissait dans un compte-rendu de réunion de crise daté de plus de 10 ans. Elle s'approcha, lut plus attentivement. Il était question d'une pénurie alimentaire causée par une grève des transports dans la région. Les routes étaient bloquées. Le ravitaillement n'arrivait plus. Le maire de l'époque décrivait dans son rapport l'intervention décisive d'un officier de liaison détaché par les autorités de la préfecture. L'homme avait réorganisé les livraisons, négocié un passage sécurisé avec les cheminots grévistes et mis en place un système temporaire de distribution de vivres. Son nom figurait en bas du document, capitaine Michel Duret, détaché temporairement par le ministère des Transports. Josette sentit sa gorge se nouer. C'était lui. Il avait déjà été là dans ce village. Elle n'en avait aucun souvenir, peut-être parce que cette crise était passée inaperçue pour ceux qui vivaient dans les hameaux. Mais les archives ne mentaient pas. Elle chercha d'autres références, fouilla d'autres registres. Dans un journal local, elle trouva une brève mention d'un officier discret mais efficace qui avait permis d'éviter la famine dans plusieurs communes de la région. Aucun portrait, aucun détail personnel. Mais l'empreinte d'un homme qui, loin d'être un criminel, avait déjà agi pour le bien commun. Elle retourna chez elle en silence. Michel était assis à la table, relisant ses notes. Il leva les yeux en la voyant et comprit aussitôt qu'elle avait découvert quelque chose. « Tu es déjà venu ici ?» dit-elle sans même s'asseoir. Il hocha la tête lentement. « Il y a longtemps. J'étais en mission temporaire. La région était en crise, les voies ferrées bloquées. On m'avait envoyé pour apaiser la situation. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Parce que cette mission n'a jamais été officiellement reconnue. J'étais un agent de terrain,
envoyé pour calmer les tensions sans faire de bruit, et je ne pensais pas que quelqu'un s'en souviendrait. Tu as sauvé ce village, et aujourd'hui tu y es pourchassé comme un chien. » Michel ne répondit pas. Il détourna le regard. Josette s'assit, sortit les copies des documents qu'elle avait pris à la mairie, les étala devant lui. « Tu crois qu'ils se souviennent? Les anciens, ceux qui étaient là ?» Il la regarda, le doute dans les yeux. « Peut-être, mais ça ne suffira pas à faire plier Valérie. Non, mais si les gens se rappellent, ils parleront. Et s'ils parlent, Valérie ne pourra plus maintenir ce silence autour de toi. » Elle passa l'après-midi à marcher dans le village. Elle commença par Jeanne, puis le boulanger, puis un ancien cantonnier dont le frère avait participé à la distribution des vivres pendant la crise. Petit à petit, les souvenirs remontaient. Oui, il y avait eu un homme. Oui, il avait organisé les camions. Oui, il avait évité que la situation ne dégénère. On ne savait plus son nom, mais son visage revenait, flou, dans les mémoires. À la tombée de la nuit, Josette réunit quelques habitants dans sa cour. Ils n'étaient qu'une dizaine, mais leurs regards étaient graves, attentifs. Michel sortit de l'ombre à contre-cœur et se présenta. Il parla sans détour, sans chercher à s'excuser. Il raconta ce qu'il avait vu, ce qu'il avait tenté de dénoncer. Il ne demanda pas de pardon, seulement qu'on se souvienne de qui il avait été, ici, autrefois. Le silence qui suivit fut long, mais il ne fut pas vide. Les regards changèrent. Les soupçons s'effaçaient, remplacés par une forme de reconnaissance tacite. Josette sentit que quelque chose venait de se produire, une fracture dans le mur de peur que Valérie avait érigé. Le lendemain, un message fut discrètement glissé dans la boîte aux lettres de la mairie. Il disait « L'homme que vous cherchez n'est pas un criminel. Il a déjà aidé ce village et il le ferait encore si c'était nécessaire. C'est à nous de le protéger. » Signé « Des citoyens de Saint-Laurent. » Ce geste, minuscule en apparence, eut un effet inattendu. Dans les jours qui suivirent, les soldats de Valérie furent confrontés à une hostilité croissante. Les habitants refusaient de coopérer. On ne répondait plus aux questions. Les regards étaient froids, les portes fermées. Valérie sentit la pression monter. Il savait que l'appui local était indispensable pour maintenir une opération en zone rurale. Sans ce soutien tacite, il n'était plus qu'un occupant, visible, vulnérable. Et pendant que l'équilibre commençait à pencher, Josette reprenait espoir. Elle savait que Louis était toujours en danger, mais elle savait aussi que Michel n'était plus seul. Il n'était plus un fugitif. Il redevenait, lentement, un homme dont la parole pouvait avoir du poids. Dans la maison, le soir, ils n'échangeaient pas beaucoup de mots. Mais il y avait dans leur silence un respect profond, un lien né non pas de la peur, mais de la mémoire partagée. Un lien que même Valérie ne pourrait effacer. Michel regardait le feu, Josette épluchait des pommes de terre, et chacun d'eux savait que le village n'était plus le même, et qu'à travers lui, peut-être, l'histoire allait changer de direction. Ce fut par une matinée sèche et sans vent que Michel prit sa décision. Le ciel au-dessus de Saint-Laurent était clair, presque transparent, mais l'air demeurait pesant comme si l'oxygène lui-même retenait son souffle. La veille, une nouvelle patrouille était passée sur les terres de Josette, fouillant chaque recoin du potager, interrogeant le chien, inspectant même l'intérieur du puits. Le visage des soldats ne portait plus l'indifférence professionnelle des premiers jours, mais une fatigue tendue, signe que les ordres devenaient pressants. Valérie, enfermée depuis 2 jours dans la salle communale, n'avait pas été vue, mais son ombre planait sur tout ce qui bougeait. Josette, assise près de la fenêtre, observait Michel préparer ses affaires. Il n'emballait ni papier, ni vêtements, juste un petit paquet noué dans un torchon contenant le strict nécessaire, un canif, une photo de Louis offerte par Josette et une copie d'un des documents les plus sensibles qu'il avait pu sortir de l'ancienne base militaire. Elle savait ce que cela signifiait. Il n'allait pas fuir. Il n'allait pas contourner les routes ou chercher un passage clandestin vers la Suisse. Il allait se rendre, et non pas pour abandonner. Il allait affronter Valérie. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle, les bras croisés contre sa poitrine. Michel hocha la tête, sans la regarder. « Tant qu'ils croient que je suis un danger invisible, ils contrôleront tout. Ils tiendront ton fils. Ils tiendront ce village. Mais s'ils m'ont, si je suis là face à eux, alors leur peur devra se montrer. Et ce sera à leur tour de répondre. Et s'ils ne veulent pas de réponse? Et s'ils veulent juste te faire disparaître ?» Michel leva enfin les yeux vers elle. Il n'y avait ni peur ni résignation,
juste une détermination calme, celle qu'il avait toujours eue dans les moments les plus décisifs de sa vie. Alors ils devront le faire devant témoins. Josette ne dit rien. Elle se leva, lui tendit un foulard qu'elle avait repassé la veille, puis elle ouvrit la porte. Le chemin jusqu'à la mairie se ferait à pied, droit, visible, sans détour. Quand Michel arriva sur la place, les soldats en faction se figèrent. Il marcha droit vers eux, les mains bien en vue, le visage levé. Il demanda à parler à Valérie. Ils hésitèrent, visiblement pris au dépourvu, puis le firent entrer après avoir vérifié qu'il ne portait rien d'autre que le petit paquet noué. La pièce était sombre, volontairement gardée dans une semi-pénombre. Valérie se tenait derrière un bureau de fortune, une lampe allumée sur sa droite, des dossiers ouverts devant lui. Il leva les yeux dès que Michel entra. Il ne sourit pas. Il ne sembla ni surpris ni satisfait. Il se contenta de le fixer longuement, comme s'il évaluait la portée du moment. « Tu aurais pu continuer à fuir, » dit-il sans se lever. « J'ai fui assez longtemps. » Valérie ferma le dossier devant lui, puis fit un geste à ses gardes pour qu'il sorte. Lorsqu'ils furent seuls, il s'adossa à son fauteuil, croisa les bras. « Alors, tu viens plaider ta cause? T'expliquer? Je viens dire la vérité. Et t'empêcher d'effacer ce que je sais. » Valérie haussa un sourcil. « Tu n'as rien qui ne soit déjà classé. Tes soi-disant preuves ne tiendraient pas devant un tribunal militaire. Tu t'es fait des illusions, Michel. Tu t'es accroché à un idéal trop naïf. Nous, on gère la stabilité, pas la morale. » Michel s'approcha du bureau, sortit de sa poche le document plié dans le torchon. Il le posa lentement devant Valérie. Ce dernier ne le toucha pas. « Tu connais ce rapport? Tu étais là. Tu as signé la note de synthèse. Ce document montre non seulement les détournements, mais aussi l'existence des escadrons de neutralisation. Il y a des noms, des dates, des ordres directs. Si tu me fais disparaître, ce papier sortira. Et si je meurs, Josette saura quoi en faire. Elle sait déjà. » Valérie le fixa, puis posa une main sur le document. Il ne le lut pas. Il le tira vers lui, le glissa dans un tiroir, sans le refermer. « Tu crois que ça me fait peur? Que ce genre de document ne circule pas tous les ans entre anciens officiers frustrés? La différence, Michel, c'est que moi je suis resté. Je n'ai pas trahi. Tu n'as rien défendu non plus. J'ai défendu l'ordre. La France ne tient pas grâce aux gens comme toi. Elle tient grâce à ceux qui ferment les yeux pour éviter le chaos. » Michel se redressa, croisa les bras. « Tu dis ça ici, dans un village où les gens n'ont rien demandé, où tu as enlevé un enfant pour piéger un homme. C'est ça ton ordre. » Valérie se leva lentement, contourna le bureau, s'approcha. « C'est la dernière fois que tu parles de ce garçon. Il va bien. Il n'a pas été blessé. Il sera relâché quand j'aurai terminé. Tu crois encore que tu décides du moment et des termes. Tu ne vois pas que le vent a tourné? Les gens savent que je suis ici. Ils savent qui tu es. Ton opération est déjà compromise. La presse commence à s'en mêler. » Valérie pâlit légèrement. Une ombre traversa son regard. Il retourna s'asseoir. Il se pencha en avant, les coudes sur la table. « Que veux-tu? La libération de l'enfant. Mon transfert, mais en présence d'un avocat et d'un journaliste, et que les documents soient versés à la commission parlementaire pour enquête. » Valérie éclata d'un rire bref sans joie. « Tu crois encore aux commissions? Non. Mais je crois que si tu refuses, les gens ici ne te laisseront pas partir en silence. » Le commandant le fixa longuement. Puis, pour la première fois, il sembla douter. Il vit non pas un adversaire, mais un homme debout, prêt à tomber, mais pas à plier. Il comprit aussi qu'il n'avait plus la main. L'opération était devenue visible. L'enfant, la pression, la peur, tout cela était désormais entre les mains d'une femme qui n'avait rien demandé, mais qui s'était levée. Il appuya sur un bouton. Un garde entra. « Détachez le garçon. Ramenez-le chez lui. » Michel baissa légèrement les épaules. Il ne sourit pas. Il ne remercia pas. Il savait que ce n'était pas un acte de bonté, mais de calcul, et pourtant, à cet instant, il sentit que quelque chose avait cédé chez Valérie. Le garde sortit. Michel regarda encore Valérie une dernière fois. « Tu ne peux plus rien cacher. Même si tu me fais taire, d'autres parleront. Ce que nous avons couvert ne peut plus être enterré. » Valérie ne répondit pas. Il ouvrit le tiroir, reprit le document, le regarda brièvement, puis le reposa. Il était visiblement usé, son pouvoir érodé par des mois de chasse vaine. « Tu es libre pour l'instant, mais ne crois pas que la guerre est finie. »« Je ne crois rien, je continue, c'est tout. » Michel sortit sans attendre une autre parole. Sur le seuil, il croisa Louis tenu par la main par un agent silencieux.
Le garçon courut vers lui, se jeta dans ses bras. Michel le serra, fort, longuement, puis le prit par l'épaule. Ils sortirent ensemble. Et Saint-Laurent les accueillit dans un silence qui n'était plus celui de la peur, mais celui d'une attente prête à exploser. La lumière était faible cette nuit-là, dans la petite pièce aménagée derrière la grange. Une unique ampoule pendait, chancelante, éclairant faiblement les visages fatigués. Josette ajustait les documents, imprimait les feuilles que lui avait remises Michel et triait le matériel qu'Émile avait fourni. Un vieux ordinateur portable à batterie externe, une clé USB cryptée, des sacs Kraft pour transporter les dossiers et un téléphone jetable pour les communications. Tout était prêt. Le bruit au-dessus de leur tête, dans la maison, provenait de Louis qui dormait dans sa chambre d'enfant. Josette venait de vérifier la porte, la fenêtre, les barricades légères, et revenait vers le plan que Michel avait étalé sur une table branlante. Le moment était venu. Il fallait sortir le dossier au grand jour. Michel entra, les traits tirés, le manteau déjà prêt. Il posa une main sur l'épaule de Josette, silencieusement, un geste de gratitude et de respect. Il avait compris que cette mission ne se limiterait plus à leur trio. Il s'agissait désormais d'une action collective, d'un basculement. Il murmura « Tout est prêt, on y va ». Elle acquiesça, rassembla les papiers, glissa les clés USB dans une pochette imperméable. Elle s'arrêta un instant, regarda les visages de Michel et d'Émile réunis dans cette petite lumière, puis dit d'une voix ferme « Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer ». Le regard de Michel se posa sur l'écran de l'ordinateur où un fichier lourd était sur le point d'être téléchargé sur un serveur sûr. Le dossier avait été compilé à partir de pièces officielles, de fichiers piratés, d'enregistrements audio. Le document central montrait la liste des responsables de l'opération de neutralisation, leur grade, leur signature. Une carte mentale indiquait les flux d'argent, les hommes de main, les véhicules infiltrés. Une photo jointe représentait le site d'une base clandestine dans une ancienne usine, les contours flous mais reconnaissables. Michel s'arrêta, prit une respiration lente puis murmura « D'ici 2 heures, ce sera fait. Ensuite, on diffuse ». Josette sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que tout devait se passer sans bruit. Elle éteignit la lampe. Une obscurité descendit, couvrant les silhouettes dans la pièce. Elle ouvrit la porte, fit signe à Louis d'entrer. Le garçon, épuisé, sourit à sa mère. Elle lui posa une main dans les cheveux. « Tu vas rester ici. Tu ne bouges pas. Compris ?» Louis hocha la tête. Il connaissait sa mère. Il connaissait la situation autant que son âge le lui permettait. Il se pelotonna dans son lit, tandis que Josette revint vers Michel. Il ramassa les dossiers, les emballa dans un sac, le ferma à zip et posa l'étiquette. « Urgent, ne pas retarder. » On y va maintenant. Ils sortirent de la pièce, fermèrent la porte à clé, laissèrent la lumière basse. Le chemin jusque-là était silencieux. Les champs endormis, les roues d'une brouette arrimée dans le hangar voisin, prêtes. Émile avait préparé un vieux 4x4, stationné dans le bosquet. Le moteur démarra sans bruit, presque imperceptible dans l'obscurité. Josette s'installa à l'arrière entre les sacs, tandis que Michel et Émile prenaient les places devant. Le véhicule s'engagea entre les arbres, descendit la vieille route forestière. Le bruit de la nature semblait suspendu. Aucun cri d'animal, aucun éclairage urbain. L'horizon restait vague. Ils atteignirent une camionnette abandonnée à mi-chemin, dissimulée sous des branchages. Les papiers affichaient un nom faux. Le moteur démarra. Le convoi improvisé remonta vers la gare de marchandises désaffectée prévue dans le plan. Quand ils arrivèrent, les grandes portes en métal étaient entr'ouvertes. L'emplacement était désert. Juste quelques wagons rouillés, des rails inactifs perdus dans l'herbe. Michel descendit, posa le sac sur un wagon. Il ouvrit la clé USB, l'inséra dans un ordinateur placé dans un wagon aménagé. Une fois le téléchargement terminé, il se redressa. « C'est fait », dit-il. Josette retint son souffle. Le dossier était parti. Vers un serveur hors de France, sécurisé. Vers un journaliste à Genève qui s'engagerait à le diffuser. Vers des réseaux internationaux susceptibles de faire basculer l'affaire dans l'espace public. Elle se tourna vers Émile. « Tu leur as donné le courrier ?»« Oui, sera publié dès cette nuit, le lien est sécurisé. » Michel posa une main sur l'épaule de Josette. « On retourne. » Le retour fut plus tendu. Sur la route, des phares les surprirent. Un véhicule noir apparut à l'entrée du bois. Le chauffeur freina brusquement. Le 4x4 ralentit. Michel baissa la fenêtre.
Un homme en civil, arme légère visible, interpella « Ralentissez, s'il vous plaît. Veuillez vous arrêter quelques instants. » Josette ferma les yeux. Le cœur battait. Le véhicule s'arrêta. 2 hommes sortirent. Ils montèrent dans le 4x4, contrôlèrent les papiers d'Émile. Ils posèrent des questions sur l'objet du déplacement. Émile coopéra calmement. Il répondit que c'était du matériel agricole. Les hommes regardèrent le sac, levèrent légèrement le zip, mais ne fouillèrent pas. Ils repartirent. Le véhicule noir repartit dans le noir, sans un mot. Lorsque le convoi arriva à la maison, Josette descendit, ouvrit la porte doucement. Louis dormait encore. Elle ferma derrière eux. Ils installèrent les sacs dans le coin prévu pour le stockage. Elle verrouilla. Elle avait le regard fatigué, mais déterminé. « C'est fait », murmura Michel. Elle ne répondit pas. Le dossier était parti, mais le danger n'était pas disparu. Il avait simplement changé de forme. Désormais, la question n'était plus d'échapper à la traque, mais d'assurer que la vérité survive. Le matin suivant, la radio locale annonça une fuite de documents sensibles à destination d'une journaliste suisse. Un présentateur parla d'un scandale politique majeur en préparation. Le nom de Valérie fut mentionné en lien avec des opérations spéciales. Le village de Saint-Laurent se réveilla sous un autre ciel. Les volets s'ouvrirent, les habitants se parlèrent, les regards cessèrent d'être furtifs. Le silence qui avait pesé disparut pour laisser place à l'attente et à la curiosité. Josette, dans la cour, observait les premières voitures de journalistes arrivant. Elle ne souriait pas, mais un poids se levait de ses épaules. Michel venait la rejoindre, lui prit la main sans la regarder. Ils se tenaient côte à côte. Une vie avait basculé, et rien ne serait désormais comme avant. Tout continuait. Le danger était toujours là, mais la vérité pouvait enfin respirer. Le village s'éveilla ce matin-là dans une atmosphère suspendue, comme si chaque chose attendait qu'une décision tombée d'en haut vienne remettre l'ordre ou le bouleverser. Les journaux, les chaînes de télévision, les sites d'information et les radios reprenaient en boucle le contenu partiel du dossier transmis depuis la veille à plusieurs rédactions. Les documents mis à disposition révélaient les rouages d'un système parallèle de surveillance, de manipulation politique et de répression interne, liés à des personnalités encore en poste au sein de l'appareil militaire et administratif. Le nom de Michel Duret y figurait non comme un fugitif, mais comme un témoin protégé pendant un temps par des mesures officieuses, avant d'être visé par des ordres de silence brutaux. Ce qui frappait le plus dans la diffusion de ces informations n'était pas seulement la nature des révélations, mais leur précision. Chaque élément était daté, croisé, étayé. Chaque preuve, implacable. Josette avait placé une petite radio sur la table de la cuisine. Elle ne disait rien. Elle écoutait. Michel, en face d'elle, les bras croisés, gardait le regard fixé sur la porte. Louise, assis à côté, mangeait en silence un morceau de pain grillé. Le monde autour d'eux semblait figé, comme si l'attente de la suite était plus pesante que la peur des jours passés. Les journalistes commençaient à apparaître dans le village. Quelques-uns s'étaient postés non loin de la place centrale. Une équipe filmait l'entrée de la mairie. Les visages étaient tendus, pas encore agressifs, mais insistants. Ce fut dans l'après-midi que la première annonce officielle fut faite. Le ministère de l'Intérieur confirmait l'ouverture d'une enquête interne sur les opérations spéciales révélées dans les documents. Un juge d'instruction avait été désigné. Les anciens membres des unités spéciales mentionnées dans le dossier faisaient l'objet de convocations. Et surtout, un communiqué venait d'être publié annonçant la suspension immédiate du commandant Valéry pour usage abusif de ses prérogatives opérationnelles en dehors du cadre légal. La nouvelle fit le tour du pays en quelques minutes. Dans les rédactions, on parlait d'un tournant politique majeur. Dans les rues, les premières manifestations de soutien émergeaient dans plusieurs villes. La figure de Michel Duret devenait celle d'un homme qui avait osé dévoiler ce qui devait rester caché. À Saint-Laurent, c'est un gendarme local qui frappa à la porte de Josette peu après 17 heures. Il portait un pli scellé, transmis par les autorités judiciaires. L'enveloppe contenait 2 documents. Le premier était une convocation officielle pour Michel, non pas en tant qu'accusé, mais en tant que témoin principal dans l'affaire désormais ouverte. Le second était une attestation provisoire de protection délivrée dans le cadre du programme de protection des lanceurs d'alerte. Michel la lut, sans expression particulière, puis la plia soigneusement et la glissa dans la poche intérieure de son manteau. « C'est fini ?» demanda Josette, toujours debout, les bras croisés.
Non, ce n'est jamais fini. Mais une page vient de se tourner, répondit-il. Le soir venu, les habitants du village commencèrent à sortir. Une dizaine d'entre eux se rassemblèrent sur la place. Émile était là, Jeanne aussi, le boulanger, la boulangère, l'ancien maire. Ils ne parlèrent pas fort, ils échangeaient simplement. À un moment, Josette sortit de chez elle, accompagnée de Michel. Le silence se fit. Ils marchèrent lentement, côte à côte, jusqu'à la place. Les regards se croisèrent. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de discours, mais un hochement de tête général, une reconnaissance muette. Saint-Laurent avait changé, et tout le monde le savait. Le lendemain, Michel fut conduit à Dijon, accompagné par 2 agents du nouveau service d'enquête. Il resta plusieurs jours hors du village, témoignant, expliquant, transmettant des documents complémentaires. À Paris, des députés commencèrent à évoquer la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Les journaux titraient sur le « scandale de l'ombre » et les émissions de débat consacrées à la question de la transparence de l'armée se multipliaient. Le visage de Michel ne fut jamais montré. Aucune photo récente ne fut publiée. Par choix, par respect. Il devenait une voix, pas une figure publique. À Saint-Laurent, Josette reprit son quotidien. Elle recommença à labourer, à traire les chèvres, à réparer la clôture endommagée par les patrouilles. Louis reprit ses jeux, retourna à l'école, même si les regards sur lui avaient changé. Il était devenu le fils de celle qui avait hébergé l'homme que l'État avait voulu faire taire, puis qu'il avait fini par reconnaître. Mais l'enfant tenait bon. Il souriait. Il savait ce que sa mère avait fait, et il en était fier. Michel revint discrètement, un soir, sans prévenir. Il frappa à la porte de la maison de Josette. Elle ouvrit, le regarda sans un mot, puis s'effaça pour le laisser entrer. Il posa son sac, s'assit à la table, comme s'il n'était jamais parti. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Le silence entre eux était doux, épais d'une confiance construite non dans les mots, mais dans les actes. « Ils m'ont donné le choix », dit-il enfin. « Protection totale, changement d'identité, relogement dans une autre région. J'ai refusé. Je ne veux plus fuir. » Josette le regarda. Elle ne fut ni surprise ni contrariée. « Tu restes ? Autant que possible. Je ne veux pas vivre caché. Je veux vivre parmi ceux qui ont refusé de se taire. Tu sais ce que ça implique. Oui, mais je n'ai plus peur. » Il resta au village quelques jours, puis commença à s'installer lentement. Il proposa son aide aux fermiers, participa à la réparation d'un toit, puis d'un vieux tracteur. Il parlait peu, mais chacun comprenait qu'il faisait partie du paysage désormais. Il ne demandait rien, ne revendiquait rien. Il était là, présent, disponible. Et Josette, pour la première fois depuis des années, se sentit moins seule. Non pas parce qu'elle avait gagné, non pas parce que tout allait redevenir simple, mais parce qu'un homme debout dans sa cuisine représentait l'idée même qu'il était possible de faire ce qui est juste, malgré le danger, malgré la peur, malgré les conséquences. Saint-Laurent ne redevint jamais un village comme avant. Les murs avaient entendu trop de choses. Les terres avaient apporté trop de silence. Mais une chose était certaine. Désormais, plus personne ne pourrait dire qu'il n'avait rien vu. Les mois passèrent avec une lenteur presque rassurante, comme si le temps lui-même avait décidé d'épargner un peu Josette, Louis et ceux qui avaient risqué quelque chose dans le silence du village. L'hiver avait blanchi les toits, rempli les fossés de givre, figé les branches nues dans une immobilité presque solennelle. Pourtant, la vie reprenait. Les enfants retournaient à l'école, les marchés se réinstallaient sur la place, les moteurs des tracteurs ronflaient à nouveau au petit matin. Et au centre de ce quotidien revenu, la maison de Josette tenait bon, discrète, solide, désormais connue de tous comme le lieu où tout avait commencé. Michel n'était pas resté longtemps après sa réapparition. Il avait aidé à la réparation du toit de la grange, remis en service une vieille pompe à eau, revu Émile à plusieurs reprises. Il avait partagé quelques repas, joué avec Louis, et une nuit, sans cérémonie ni mot d'adieu, il était parti. Josette l'avait trouvé assis sur le banc devant la maison juste avant l'aube. Il lui avait remis une enveloppe et s'était levé sans attendre de réponse. Elle ne l'avait pas retenu. Il s'était compris. Il devait disparaître de nouveau, mais cette fois pour vivre, non pour fuir. Il lui avait laissé les dossiers, les clés des disques durs, et un dernier regard lourd de reconnaissance. Puis plus rien. L'enveloppe, Josette ne l'avait pas ouverte tout de suite. Elle l'avait laissée dans une boîte en bois, celle où elle gardait les vieux papiers de son mari, les dessins de Louis, quelques photos et 2 lettres jamais envoyées.
Elle l'avait laissé là plusieurs semaines, comme si ouvrir ce courrier revenait à refermer quelque chose de trop vaste pour être maîtrisé d'un seul coup. Ce n'est qu'un matin de mars, alors que le soleil perçait doucement la brume et que les poules caquetaient déjà, qu'elle s'assit dans la cuisine seule et ouvrit le pli. La lettre était courte, manuscrite, signée de sa main. Il y avait écrit « Josette, tu m'as offert plus qu'un toit. Tu m'as offert la vérité d'un silence, la force d'une main tendue, la dignité d'un regard qui ne demande rien. Ce que nous avons vécu ensemble ne sera jamais raconté dans les livres, ni célébré dans les rues. Mais cela restera, parce que c'est dans les endroits, comme le tien, que la République garde encore un visage humain. Je suis en sécurité, protégé. Je continue ce combat ailleurs, différemment. Mais sache que chaque pas que je fais désormais est enraciné dans ce que tu m'as permis d'être. Dis à Louis que le courage n'a pas d'uniforme et que la vérité, même menacée, finit toujours par respirer. Il gardera sa route. Et toi, la tienne. Mais la mienne aura toujours commencé ici, dans ta cuisine, un soir de pluie. Avec respect et affection, Michel. Josette relut la lettre plusieurs fois. Elle n'avait pas besoin de pleurer. Elle n'avait plus de larmes à verser. Ce qu'elle ressentait n'était ni de la tristesse, ni de la nostalgie. C'était une forme de paix, un sentiment très simple, très pur, qu'elle n'avait plus éprouvé depuis la mort de son mari. La conviction d'avoir été utile, d'avoir compté. Elle plaça la lettre dans la boîte en bois. Elle en parla à Louis, qui l'écouta sans poser trop de questions. L'enfant, déjà plus mûr que beaucoup de ceux de son âge, la demanda ensuite pour lui. Il la rangea dans son tiroir, là où il gardait ses petites trouvailles, ses objets d'école et le dessin du train qu'il avait un jour offert à Michel. Il n'était plus le même garçon que l'année précédente. Il se tenait droit, écoutait les adultes d'un autre œil, parlait moins, mais mieux. Il savait que sa mère avait fait quelque chose de grand, et cette fierté n'était pas bruyante. Elle était posée, enracinée. Les saisons tournèrent. Le printemps fit éclore les premières fleurs autour de la haie. L'été ramena les marchés, les cris des enfants dans les chemins, les parfums de fruits mûrs. La télévision parlait encore de l'affaire Duret, désormais appelée l'Opération Saint-Laurent. Plusieurs responsables avaient été révoqués. Des enquêtes parlementaires s'étaient ouvertes. Des lois sur la protection des lanceurs d'alerte étaient en discussion. Mais pour Josette, tout cela appartenait à un autre monde. Elle recevait parfois des lettres, parfois anonymes, parfois signées de journalistes ou de citoyens. Des mots simples pour la remercier. Un jour, une équipe de télévision demanda à l'intervieweur. Elle refusa. Elle disait qu'elle n'avait rien à dire, que tout avait déjà été fait. Elle avait raison. Ce n'était pas son visage que le pays devait voir, mais ses actes, et ceux-ci avaient reparlé. Un matin d'automne, Josette sortit sur le perron. Une enveloppe était posée là, cachetée du sceau officiel de la République. Elle la ramassa, l'ouvrit calmement. À l'intérieur, une lettre manuscrite, signée d'un homme que seul un petit cercle de gens reconnaîtrait sous ce nouveau nom, aujourd'hui protégé et intégré dans un programme de sécurité étatique. La lettre était brève. « Josette, tout va bien. Le vent souffle dans d'autres directions, mais je me souviens de celui qui balayait les champs autour de ta maison. J'ai appris à vivre autrement. Grâce à toi, tu n'as pas seulement sauvé un homme, tu as sauvé une partie de ce que ce pays prétend être, avec mon respect éternel, monsieur. » Elle sourit cette fois, un vrai sourire, pas parce que l'histoire était terminée, mais parce qu'elle savait qu'elle continuerait ailleurs avec d'autres. Le mal n'avait pas disparu, mais il avait reculé. Et elle, Josette, une femme de peu, une veuve de Bourgogne, avait été une digue contre ce mal, ne serait-ce qu'un instant. Louise vint la rejoindre. Il regarda la lettre, la relut plusieurs fois, puis la glissa dans un cadre qu'il plaça sur l'étagère du salon, juste à côté d'une photo de son père. « Tu crois qu'il reviendra un jour ?» demanda-t-il. Josette répondit sans hésiter. « Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il ait pu partir libre. » Et dans le silence du salon, entre le bois qui craquait, les braises du poêle et le vent léger qui passait sous la porte, une page se tourna, sans bruit, sans drame, juste la vie qui reprenait.